Avant de prendre forme dans la matière, tout changement commence dans l'éther. Et c'est exactement ce que cette nouvelle lune nous propose. Une phase de gestation intérieure. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la nouvelle lune du 27 mai qui se formera à 6 degrés des Gémeaux, dans une carte marquée par un ascendant taureau et une très forte concentration d'énergie dans les maisons 1 et 12, ce qui indique un processus de basculement intérieur. On est dans un moment où le quotidien ne suffit plus, où la forme actuelle de notre vie commence à montrer ses limites et où quelque chose commence à bouger d'abord dans notre tête, puis dans le corps. Avec Soleil, Lune et Mercure conjoints en maison 1, Uranus proche de l'ascendant et une maison 12 saturée de planètes interceptées, le message est assez clair. C'est pas encore le temps d'agir, mais c'est plutôt le temps de prendre conscience. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner afin de me soutenir mon travail, mais aussi afin de ne rien rater de mes futures analyses. Installe-toi confortablement, on plonge ensemble dans ce que cette nouvelle lune en Gémeaux a à nous révéler. C'est parti! Cette nouvelle lune se formera donc au 6e degré des Gémeaux en maison 1, dans une carte marquée par un ascendant taureau, sur lequel donc la part de fortune est exactement conjointe. Alors ça, c'est très intéressant. Autrement dit, on entre ici dans un cycle d'ajustement identitaire où le corps, la cohérence intérieure et la stabilité deviennent des repères essentiels, mais qui ne sont pas encore pleinement installés. On est dans une phase d'amorce. Ce qu'on vit commence à ne plus nous suffire et une autre manière de vivre émerge lentement, encore sans contour clair, mais déjà suffisamment perceptible pour que la pensée ne puisse plus continuer comme avant. Le Soleil et la Lune sont donc en conjonction à Mercure, le maître du signe des Gémeaux et de la maison 3. Cette triple conjonction en maison 1 donne un nouveau départ, mais ce départ ne se vit ni dans le corps ni dans les actes. Il commence par l'image de soi, la parole intérieure, les récits que l'on tient sur sa propre existence. Il ne s'agit pas encore de décision ni de virage concret, d'ailleurs je ne vous le conseille pas, mais plutôt d'un glissement mental, parfois imperceptible du regard extérieur, qui change la structure du regard que l'on porte sur soi, mais aussi sur la vie qu'on mène. Ce basculement est soutenu par plusieurs aspects clés. Tout d'abord, il y a un trigone à Pluton qui est rétrograde en Verseau en maison 10. Ça nous montre que le repositionnement mental enclenché ici agit déjà sur la place sociale, professionnelle ou publique. Il y a ici un questionnement autour de la place que j'occupe dans le monde. Le sextile à Neptune, à Cérès et à Saturne, tous en maison 12, souligne que ce cycle naissant s'appuie sur une phase intérieure de maturation qui est en cours, mais qui vient quelque part de débuter assez récemment. Saturne ici, j'y reviendrai plus tard, est au degré 0 du Bélier. On commence un nouveau cycle. Ce n'est pas une agitation mentale vide, c'est le prolongement d'un travail souterrain, psychique, qui a préparé ce moment de déclic intérieur. Le quintile, fait à la planète Mars, montre que le désir d'agir commence à se structurer doucement mais sûrement. Il n'est pas encore mûr, il ne pourra pas se manifester, mais il y a quelque chose ici dans l'énergie qui nous pousse doucement mais sûrement vers une matérialisation absolument tangible de ce qui est en train de germer à l'intérieur de nous. Il y a une énergie de création en formation, une tension motrice naissante qui appelle à une forme d'affirmation différente, mais qui demande encore, attention, de la prudence. À l'inverse, le semi-carré à Vénus, qui est donc en plus intercepté, et les quinconces à Vesta et Lilith indiquent un certain déséquilibre dans la gestion du désir et de la cohérence intérieure. C'est normal, ça tiraille. Ce qu'on sent monter en soi n'est ni stable, ni totalement assumé. Il y a du conflit entre la pensée qui s'ouvre et les attachements encore actifs à ce qui ne nous nourrit plus. C'est comme si l'identité intérieure commençait à bouger, mais que le système de valeurs et de comportement restait verrouillé sur les anciens paramètres. La conjonction à Uranus, qui fait 8 degrés, certes,
qui n'est pas dans le même signe, certes, mais qui a lieu tout de même en maison 1, vient justement renforcer cette dynamique de rupture lente, de libération de formes anciennes, de nécessité de sortir d'une image trop figée de soi-même. Et même si c'est pas encore agi, ce n'est plus à l'état de simple idée, c'est plutôt comme une impulsion intérieure qui commence à prendre de la place, à prendre de l'espace quelque part, qui commence à se matérialiser à l'intérieur. On commence à fantasmer une autre manière d'exister. Le sesqui carré au milieu du ciel, qui est quasi exact, vient d'ailleurs poser une tension directe entre le mouvement intérieur en cours et l'image sociale encore attendue de nous. On sent déjà que la nouvelle forme va entrer en conflit avec l'ancienne place, on le sent. Et ce tiraillement, s'il est bien vécu, peut devenir un véritable moteur de transformation. Enfin, le quintile au nœud nord nous indique que ce processus naissant est aligné avec le chemin d'évolution. Et ça, c'est super chouette. Parce que même s'il est encore flou, même si ça semble très fragile, il est juste. Ce qui monte ici, c'est le début d'un repositionnement de l'identité, mais sur une base mentale, symbolique, énergétique, assez solide. Mais il faudra encore plusieurs semaines, voire pour certains d'entre nous plusieurs mois, avant que ce repositionnement prenne une forme dans la matière. Et encore, assurément que certains parmi nous n'oseront pas sauter le pas. Ce que cette lunaison enclenche, ce ne sont pas des décisions ni des ruptures soudaines. C'est une réorientation intérieure qui commence déjà par le regard que l'on pose sur soi et qui s'appuie sur des mouvements de fond déjà actifs depuis un certain temps. C'est le quotidien qui semble fonctionner mais qui ne nourrit plus. C'est l'un des premiers signaux majeurs de cette carte. L'interception de l'axe bélier-balance, qui traverse donc les maisons 12 et 6, met en lumière un décalage profond entre ce qu'on fait par obligation et ce qu'on ressent comme vitalement nécessaire. On continue à honorer ses responsabilités, à gérer ses tâches, à maintenir l'organisation. Mais à l'intérieur de nous, la flamme, elle est plus trop présente, quoi, hein. On peut ressentir une forme de lassitude. Ce désalignement est confirmé par la position de Vénus. Vénus, c'est la maîtresse de la balance, donc de la maison 6 interceptée, et Vénus se retrouve elle-même interceptée en face, en bélier, en 12. Autrement dit, la planète censée régir le rythme quotidien, l'équilibre, la gestion fonctionnelle de nos journées, elle est en repli. Et c'est pas un simple repli, elle est en tension avec les axes centraux du thème. Vénus est en carré quasi exact avec le milieu du ciel, ce qui indique un conflit entre notre fonctionnement intérieur réel et l'image que l'on donne à l'extérieur. On se maintient dans un rôle visible, une forme de fonction, mais la manière dont on se sent réellement ne colle plus du tout à cette posture. Elle est aussi en conjonction à Chiron, ce qui vient ajouter une blessure du plaisir, une difficulté à s'autoriser ce qui fait du bien, comme si le désir était associé à quelque chose de fragile, mais plus que fragile, à quelque chose de honteux. C'est en maison 12, on le cache. On peut d'ailleurs ressentir ici une peur d'être trop, ou alors d'avoir des idées trop révolutionnaires par rapport au quotidien que l'on vit, j'entends, évidemment. Ou alors se sentir pas assez légitime à vouloir autre chose, à vouloir matérialiser une autre réalité. À cela s'ajoutent 2 semi-carrés au soleil et à la lune, qui indiquent une tension de fond entre le cœur de notre être, donc le soleil, et notre ressenti émotionnel, la lune, face à cette Vénus qui n'arrive plus à jouer son rôle. C'est très difficile là. En tout cas, ça va commencer avec cette nouvelle lune à être extrêmement difficile pour celles et ceux parmi nous qui ne sont pas réellement alignés. Elle tente en maison 12, cette Vénus, de retrouver un espace d'intimité, de sincérité, de reconnexion. Elle cherche quelque part un endroit où elle peut se poser pour penser un petit peu, pour réfléchir à ce qui lui ferait réellement envie. Mais elle reste soumise aux anciens automatismes, souvent d'ailleurs par loyauté inconsciente. Son trigone à Mars, en revanche, nous montre une voie de sortie possible. Il y a une impulsion de réappropriation. Mars est son maître. Donc, ici, une énergie plus directe, plus simple, qui pousse à réagir, à retrouver du mouvement. Mais attention, là, je parle réellement de mouvement intérieur, c'est-à-dire limite se donner l'autorisation de penser sa vie autrement. Enfin, le quinconce à Junon, qui est en maison 7 en Scorpion, indique un inconfort relationnel sous-jacent, comme si les rôles qu'on tient dans la relation, d'ailleurs qu'ils soient amoureux, sociaux, professionnels, en tout cas,
On joue un rôle utile, fonctionnel, mais c'est extrêmement éloigné de soi et de ce qu'on aimerait matérialiser. En d'autres termes, le système tient encore debout, mais plus pour très longtemps. Le désir n'est plus nourri, le corps ne recharge plus, et le quotidien devient un décor trop serré pour ce qu'on ressent confusément comme un besoin de bascule. L'axe 6-12, c'est l'axe du quotidien. C'est l'axe du service, certes, mais c'est aussi l'axe de la ressource au sens le repos, voilà. Pas la ressource au sens l'axe 2-8, évidemment, mais plutôt c'est l'axe du dodo, l'axe 6-12. C'est je fais quelque chose qui me nourrit et donc ça recharge mes batteries. C'est ça. Donc le fait de justement faire à contre-cœur, se forcer, s'imposer dans un quotidien qui ne correspond plus à ce qu'on désire profondément intérieurement, eh bien, ça a comme conséquence très directe de nous vider de notre essence, de nous vider de notre énergie. Ce qui saute clairement aux yeux dans cette carte, c'est la saturation de la maison 12. On y retrouve Saturne, je vous ferai un épisode dédié à Saturne évidemment qui entre en bélier, Neptune, Cérès, Vénus et Chiron. Ils sont tous en bélier, tous placés dans une zone invisible du thème parce que interceptés. On est ici dans une phase de retrait intérieur. Mais attention, c'est pas un effondrement. Ah non. C'est plutôt un moment où on commence à questionner tout ce qu'on pensait très solide. Non pas parce que ça s'effondre, parce que, encore une fois, d'un point de vue regard extérieur, ça semble assez solide, mais parce que ça doit se reconfigurer autrement. Le point central ici, quand même, c'est Saturne qui se trouve au degré 0 du bélier, intercepté en maison 12. Un 0 degré dans un signe cardinal, c'est un nouveau départ, un lancement de cycle. Moi, je suis hyper enthousiaste. Personnellement. Ici, Saturne indique qu'on entre dans un processus de construction intérieure, mais qui ne se voit pas encore. Mais c'est chouette. C'est un point de bascule. Ce que l'on va construire ensuite est en train d'être préparé maintenant. C'est une grossesse. C'est en train de se préparer dans le silence, dans l'eau de la maison 12, dans le flou. Et aussi, on va pas se leurrer, dans un certain inconfort. Saturne est en conjonction très étroite à Neptune et à Cérès, ce qui indique une fin de modèle, une déconstruction lente d'un système de croyances ou de fonctionnement qui ne tient plus. Neptune, lui, dissout. Cérès demande à nourrir autrement. Et Saturne, lui, il veut bâtir. Cette triple conjonction nous dit clairement, ce qu'on nourrissait jusqu'ici ne suffit plus. Le sens ne passe plus. Où est le sens d'ailleurs? Et il faut du temps pour que d'autres fondations prennent le relais, parce que d'abord, ça demande une certaine prise de conscience. Et je pense que cette prise de conscience va justement être aidée par Mercure, qui se trouve en plus, je vous le rappelle, être maître tout de même de la maison 6 qui est interceptée en balance. Mercure qui se retrouve en maison 1, en Gémeaux, donc en signe tout du moins à domicile, en conjonction à cette nouvelle lune. Aussi, tout ce processus est renforcé par le carré que forme Jupiter à Saturne, à Neptune et à Cérès. Jupiter ici, il est en Gémeaux, il est en maison 2, il veut continuer à croire. Mais Jupiter, lui, ça fait plusieurs lunaisons qu'il veut pas lâcher l'affaire, mais lâche l'affaire, mon pote, quoi. Il veut continuer à justifier, mais quelque part, là, il commence réellement à comprendre qu'il se trouve en terrain hostile, en terrain fragile. Il est sur des sables mouvants. Le carré de Jupiter à Neptune montre une tension entre ce qu'on croit vouloir vivre et ce qu'on est en train de ressentir intérieurement. C'est la personne qui se dit, mais si, là, ma vie, elle me correspond absolument telle qu'elle est, et pourtant qui sent beaucoup de solitude intérieure ou un espèce de mal-être diffus sans pouvoir réellement poser les mots dessus. Jupiter carré Saturne, là, ça souligne plutôt une crise de direction. Ce qu'on considérait comme la voie à suivre devient tout à coup complètement bancal. Et puis, le carré à Cérès montre que les anciennes croyances, les anciens repères ne nous nourrissent plus. Ils fatiguent, ils vident. En tout cas, ils n'ont plus de sens nourricier. Mais attention, ce n'est pas une crise extérieure, encore une fois. Il n'y a pas forcément de rupture visible, de changement radical dans la matière. Au contraire, je vous le déconseille fortement. Ce qu'on va vivre ici, c'est réellement une maturation intérieure. Ce qu'on croyait acquis devient poreux. Ce qu'on tenait pour évident devient fragile. Et c'est justement ce vide qui permet à autre chose de se créer et de se former. Il y a néanmoins de nombreux aspects de soutien. Il y a plusieurs sextiles. Saturne reçoit un sextile de Mercure, de Pluton, du Soleil et de la Lune. Neptune reçoit les mêmes soutiens et Cérès aussi. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce sera simple. De toute manière, vous me mettez un Saturne dans la partie, ce n'est jamais simple. Mais ça veut dire que ce qui se retire est remplacé progressivement par des intuitions plus justes, plus matures,
mais plus personnelle aussi. Vénus, donc interceptée en 12, elle entre dans ce schéma aussi. Elle est en conjonction à Chiron, qui parle donc d'un travail de réparation dans le rapport à la douceur, au désir, à ce qui nous relie à nous-mêmes. Ces sextiles à Pallas, Trigone à Mars montrent qu'un réajustement intelligent et actif est absolument possible, mais attention, à condition de ne pas brusquer le processus. Nous sommes réellement au cœur d'une gestation, un moment de repli actif, de modelage intérieur, de reprogrammation lente de ce qui va advenir par la suite. Alors pas demain, pas tout de suite, mais réellement très prochainement. L'un des points de bascule tout de même de cette lunaison se joue dans la maison 7, où se trouve Junon en Scorpion. Junon ici représente les contrats symboliques et relationnels, ce qu'on a conclu, parfois inconsciemment, parfois on parle vraiment de contrats karmiques d'autres vies. Ce sont des engagements de loyauté, de fidélité, de rôle, mais aussi de posture mentale dans la relation à l'autre. Or, cette Junon, elle est isolée, elle est tendue, elle est prise dans un faisceau d'aspects absolument conflictuels. Elle est en opposition à Uranus, à Mercure, au Soleil, à la Lune, tous en maison 1. Ce qui crée une tension directe entre ce que je suis en train de vouloir devenir et ce à quoi je suis encore lié intérieurement en termes de loyauté. C'est pas une simple opposition à la nouveauté, c'est pas ça, hein. C'est réellement une confrontation entre un moi en gestation instable, mais écoutez, ce qui est en gestation est forcément instable, ça se multiplie, ça va dans un sens, on retourne dans un autre, mais en tout cas, c'est bel et bien vivant, c'est en train de prendre forme. Et des engagements devenus trop rigides pour accueillir ce mouvement. L'opposition à Mercure, maître de la lunaison, et aussi, je le rappelle, maître de la maison 6 interceptée, est assez cruciale ici. Elle montre que le mental peut continuer à obéir à des schémas anciens, à des injonctions de devoir, de bon fonctionnement, de rôle à tenir. Alors que la pensée réelle, celle qui commence à se libérer, n'adhère plus du tout à ce petit jeu. Junon est aussi en carré à Mars. Mars qui se trouve en maison 5 en Lion. Ce qui parle d'une agitation du désir, d'un conflit entre ce que je veux faire bouger, ce que je veux faire rayonner et ce que je crois devoir maintenir. Il y a une tension entre l'élan personnel, parfois même sexuel, créatif, et l'ordre établi des relations ou des engagements. Ça ne veut pas forcément dire rupture, hein, mais plutôt qu'une insatisfaction devient impossible à nier. Alors là, ça devient littéralement impossible. Avant toute naissance, il y a une rupture symbolique avec l'ancienne matrice. C'est obligatoire. Et cette rupture-là, elle commence par une séparation intérieure. Cesser d'alimenter, de maintenir, de penser selon des codes relationnels qui ne nous ressemblent plus. Ce n'est pas forcément un adieu, attention, hein, mais c'est une prise de distance intérieure qui rendra l'accouchement de soi-même réellement possible et envisageable. À présent que le décor des énergies générales est posé, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret. Pour aller plus loin dans cette exploration, je t'invite à regarder dans quel axe de maison cette nouvelle lune tombe dans ton propre thème de naissance. Pour ça, c'est très simple. Tu prends ta carte et tu regardes où tombe le 6e degré des Gémeaux. Et tu regardes dans quel axe de maison cette lunaison tombe chez toi. À partir de là, tu vas pouvoir identifier dans quel domaine tu es en train de changer de forme intérieure. Même si c'est pas du tout encore visible à l'extérieur, et tant mieux. Prenons le temps de laisser cette gestation aboutir. C'est parti pour l'axe 1-7. Sur l'axe 1-7, cette lunaison révèle un décalage croissant entre le rôle que tu occupes dans la relation, à toi, aux autres, au monde, et la personne que tu sens émerger du plus profond de tes entrailles. Ce que tu commences à pressentir, ce n'est pas seulement que ta posture sociale ou relationnelle ne colle plus à ce que tu deviens, non. C'est que tu fantasmes un autre toi, une version plus directe, plus souveraine, plus détachée peut-être. En tout cas, que tu n'oses pas encore incarner. Et c'est normal, c'est en gestation. Ou bien tu te surprends à projeter un désir de lien, mais totalement différent. Une relation plus libre, plus stable, ou alors plus simple, ou même plus intense. C'est quelque chose que tu n'as jamais vraiment assumé vouloir. Tu as peut-être toujours joué un rôle bien défini dans tes relations. La personne diplomate, fiable, indépendante, ou je ne sais pas, drôle, disponible, brillante, etc., etc. Et pourtant, un moi plus authentique commence à frapper à la porte. C'est même pas que c'est plus authentique, c'est simplement que tu entres dans une nouvelle étape de ta vie et donc tu mûris, tu changes, voilà tout. Ce n'est pas encore vraiment un choix, c'est plutôt une prise de conscience qui est en formation. Ce que tu veux vivre dans tes relations avec toi-même, mais aussi dans ta relation à l'autre,
commence à se réécrire tout doucement et de l'intérieur. 3 exemples concrets. Tu fantasmes d'être plus tranchante, plus affirmée, mais tu n'oses pas sortir du rôle de la gentille ou de la diplomate. Tu sais capter les attentes des autres, tu sais adapter ton ton, ta posture, mais au fond, tu as envie de dire ce que tu penses sans filtre, d'avoir une place plus affirmée, plus claire, voire même d'être moins agréable. Mais peut-être un peu plus toi, dire un peu plus ce que tu penses. Mais peut-être que tu continues à lisser ton expression par peur de perdre un lien ou une image. Ça peut être aussi que tu te projettes dans une autre version de toi, mettant pas la personne. C'est-à-dire que une part de toi fantasme une vie totalement différente, être plus visible, au contraire disparaître un petit moment, changer de look, changer de posture, te faire un carré, j'en sais rien. Tu imagines cette autre version de toi, mais tu la verbalises pas encore. Tu crains que ce soit trop, ou que ça te ressemble pas, ou que ce soit trop violent pour l'entourage, qui comprennent pas trop cette lubie. Alors que justement, ça vibre déjà en toi comme étant quelque chose de très aligné en réalité. Ça peut être aussi parce que c'est dans l'axe 1-7 que tu fantasmes un autre type de relation sans oser réellement le reconnaître. Par exemple, tu es en lien ou en non-lien d'ailleurs. En tout cas, tu ressens qu'un autre type de partenariat t'attire, quelque chose de plus stable, de plus simple, ou au contraire de plus libre, peut-être de plus cérébral. Néanmoins, ce modèle relationnel ne correspond pas à ce que tu as toujours affiché, voire même je vais aller plus loin en disant à ce que tu as toujours revendiqué. Et t'as pas forcément envie de tout bouleverser, mais tu sens que ça va être difficile de faire semblant et ça va être de plus en plus difficile. Alors, quelques conseils pour accompagner cette gestation intérieure. Observe les moments où tu ressens un malaise dans ce que tu montres de toi ou dans la manière dont tu te positionnes dans un lien. Prends au sérieux les versions de toi que tu imagines sans encore les incarner. Ce sont quelque part des parts qui commencent à vivre à l'intérieur de toi. Ce ne sont pas seulement des fantasmes, ce ne sont pas seulement des rêves. Ce qui est en train d'être fantasmé va finir par prendre forme dans la matière. Prenons tous attention à ce à quoi nous allons fantasmer dans les prochaines semaines. Ne te précipite pas pour changer. La gestation a réellement besoin de temps, d'espace, mais aussi de discrétion. Ce que tu vis là, c'est pas une crise de rôle, c'est plutôt l'amorce d'un repositionnement identitaire. Tu as le droit de vouloir autre chose, d'être un peu moins arrangeant, un peu plus singulier, et ce sera ça chez toi, naître à soi-même. Pour l'axe 2-8, donc là on est dans l'axe des désirs censurés et des permissions intérieures, ce que tu t'autorises enfin à vouloir, ce que cette lunaison met en lumière. Avec cette nouvelle lune donc sur l'axe 2-8, tu es en train de prendre conscience de certains désirs ou besoins qui ont été longtemps mis de côté. Pas parce qu'ils étaient toxiques, mais parce qu'ils n'étaient pas autorisés, soit dans ton environnement, ça peut être aussi dans ton éducation, ton milieu social, ou tout simplement dans ton système de valeurs. Ce que tu commences à ressentir, ce sont des envies, des attirances, des élans que tu as pu critiquer chez les autres par le passé ou que tu n'as jamais osé t'avouer. Ce sont des envies, des attirances, des élans que tu as pu d'ailleurs critiquer chez les autres par le passé, parce qu'ici on reste dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ça peut être aussi des plaisirs simples ou intimes que tu ne t'es jamais vraiment permis d'explorer, ou alors des manières de vivre, de jouir, de consommer, de partager qui collent pas à l'image acceptable que tu as construite de toi. C'est pas une crise, là, hein. C'est une gestation silencieuse d'un rapport plus libre à ton propre désir. Ce désir, tu peux plus franchement le camoufler derrière des règles, derrière des rôles ou derrière de beaux discours. 3 exemples concrets. Tu ressens un ennui profond dans ta vie intime, dans ta vie sexuelle, mais tu n'oses pas encore explorer ce que tu désires vraiment. Ta sexualité fonctionne d'ailleurs peut-être correctement, mais tu sens qu'elle n'exprime pas ce que tu as réellement envie de tester. Tu fantasmes des choses que tu n'assumes pas complètement parce que c'est pas toi, parce que ça se fait pas, ou alors parce que tu te dis que ton ou ta partenaire pourrait te trouver bizarre ou te juger. Mais ce que tu veux là maintenant, c'est explorer plus librement ta sexualité. En tout cas, c'est l'une des manières évidemment dont cela pourra se manifester. Ça peut être aussi que tu commences à rêver d'un mode de vie que tu as toujours jugé chez les autres. Vraiment, hein. Je sais pas, partir à la campagne, acheter une grande maison avec des animaux, faire un tour du monde en van. Tout ça, en tout cas, t'as toujours paru pas sérieux, irréaliste, ou alors pas toi. Ou alors, ça m'a traversé en même temps que je finissais ma phrase. Par exemple, ça fait quelques années que tu as opté pour un mode de vie minimaliste
et puis là tu as envie, j'en sais rien, de t'offrir un nouveau canapé, peut-être que tu as envie de te faire un beau cadeau qui ne semble pas forcément extrêmement utile sur l'instant, mais qui te ferait plaisir, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu peux sentir que ça t'appelle, que ça vibre quelque part, même si ton entourage ne comprend pas ce revirement. Mais il n'y a pas forcément de revirement, c'est juste que tu as le droit aussi de te faire plaisir et tu as le droit d'écouter cette petite chose à l'intérieur de toi qui a envie de s'entourer de choses peut-être que tu considères comme belles. Et rien que parce que tu trouves ça beau, eh ben, ça te nourrit, ça te remplit, ça apporte quelque chose. Ce n'est pas superficiel, c'est ça que je veux dire. La maison 2, c'est la maison du taureau. Et souvent, on va entendre dire que la maison 2, avec Vénus ici, c'est une maison assez superficielle, etc. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Le taureau est un signe qui aime les belles choses parce qu'il sait que ça nourrit son esprit d'un quelque chose, tu vois. C'est important d'avoir de jolis tableaux au mur qui te font plaisir. C'est important aussi de t'offrir un quelque chose juste parce que ça va être douillet. Voilà, un exemple très factuel, ta literie. Tu as peut-être envie là de te racheter un nouveau matelas, un nouveau sommier, quelque chose de plus dodu, quelque chose qui t'enveloppe un peu plus le soir, mais c'est une grosse dépense financière. On est dans la maison 2. C'est pour ça que je parle de tout ça. Donc tu te dis que franchement, ça vaut pas la peine, il faut faire attention, il faut dépenser de l'argent que dans ce qui est utile, mais comprends que les choses qui sont entre guillemets simplement belles sont en réalité utiles aussi pour l'esprit. Et donc ça peut être un quelque chose comme ça qui commence à s'ouvrir à l'intérieur de toi. Ça peut être aussi que tu as envie de vivre une relation un peu autrement. Quand je dis relation, attends, je vais détailler parce que c'est pas comme dans l'axe 1-7 ou dans l'axe 5-11. C'est plutôt que, par exemple, tu as toujours été en couple classique et là, tout à coup, tu ne sais pas pourquoi, mais le vivre chacun chez soi commence à te faire de l'œil, tu vois? Alors que peut-être que c'est quelque chose que tu as critiqué par le passé. Ou alors, au contraire, tu as tout à coup plus besoin de fusion, mais que tu n'oses pas formuler ce besoin parce que peut-être justement qu'à contrario, tu as toujours vécu de manière extrêmement libre et indépendante et que là, tu te dis que ton ou ta partenaire pourrait trouver ça extrêmement flippant. Peu importe ce que c'est, ce désir, ce besoin qui commence à se manifester à l'intérieur de toi, tu as du mal à l'assumer parce que ça casserait l'image que tu as toujours défendue quelque part. Donc, quelques conseils pour accompagner cette gestation intérieure. Observe ce que tu juges, ce que tu repousses ou ce que tu crains d'assumer. Il se pourrait que ce soit là justement parce que quelque chose de vivant cherche à émerger, à se matérialiser de ces mêmes choses-là. Remets en question aussi les « ça c'est pas moi, ça me ressemble pas », que peut-être tu traînes depuis des années. Sont-ils vraiment juste aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui tu es l'homme ou la femme que tu étais il y a 10 ans? Franchement, je te le souhaite pas, sinon ce serait triste. On change, on évolue. Les choses que l'on désirait il y a 10 ans ne sont pas celles que l'on désire aujourd'hui, et tant mieux. Laisse venir les fantasmes aussi, les élans, les curiosités, sans forcément chercher à les rationaliser, à chercher une réponse factuelle de pourquoi, comment. T'as pas besoin non plus d'agir, c'est pas ce qui est demandé en plus ici. Il est plutôt question de laisser grandir cette gestation intérieure. Et puis surtout, attention, parce qu'on est dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc je sais que tu pourrais te tenter de formuler tout de suite le nouveau modèle avec des plans, tu tournes à droite, tu tournes à gauche, je le sais. Mais attention parce que vraiment, là, on parle d'un quelque chose qui est en gestation. Et puis surtout, donne-toi le droit de vouloir autre chose, même si ce que tu veux te paraît dérangeant au premier abord. On est dans l'axe quelque part de 8, et donc la maison 8 nous met forcément face à des fantasmes, parce qu'on reste dans le monde du fantasme là, avec cette lunaison, mais donc à des fantasmes qui réellement peuvent nous sembler déroutant. Mais c'est souvent comme ça que commence une vraie libération intérieure, en s'autorisant à penser autrement. Pour l'axe 3-9, donc là c'est l'axe de la pensée, de la vision, c'est faire de la place à une vérité qui s'impose, mais qui s'impose doucement et intérieurement. Ce que cette lunaison met en lumière. Avec la lunaison sur l'axe 3-9, tu es en train de reformuler intérieurement ta façon de penser, de comprendre, de te positionner intellectuellement. Tu remets en question des idées toutes faites, des croyances que tu tenais pour évidentes, mais aussi des valeurs transmises par ton milieu, ton éducation, ton entourage proche. Ce qui émerge ici ne ressemble pas à une conversation ou à une crise de foi. C'est pas ça. Tu commences à penser des choses que tu n'aurais jamais osé penser avant, ou à rêver d'un chemin que tu considérais jusqu'ici comme peut-être naïf, ou au contraire comme élitiste, ou en tout cas incompatible avec ta vie réelle. Ce que tu fantasmes, ce que tu projettes, ce que tu formules en silence, commence à prendre une consistance mentale différente. Et tu sens qu'à un moment donné, il faudra l'assumer. 3 exemples concrets. Tu fantasmes de te former dans un domaine que tu n'as jamais osé explorer. Tu ressens une attirance pour une matière,
pour un savoir, un art, un mode de pensée que tu as toujours regardé de loin, voire même toujours critiqué. Tu t'es peut-être dit que c'était pas un vrai métier, que c'était de la merde, que c'est pas fait pour toi. Ou alors ça peut être aussi, je suis trop vieux, je suis trop vieille, ou je suis trop bien installée là-dedans. En tout cas, plus tu y penses, plus tu sens que finalement ça t'appelle vraiment. Ça peut être aussi, tu n'oses pas encore affirmer certaines opinions, mais tu sens qu'elles sont bien les tiennes et ça commence à te brûler le bout de la langue. Tu observes le monde, tu te questionnes et tes idées évoluent. Mais tu n'oses pas encore franchement les verbaliser, surtout si elles vont complètement à l'encontre de ce que pense ton entourage, parce que c'est ça la maison 3. Donc l'axe 3-9 est directement lié à l'entourage. Ça peut être aussi, tu as peur d'être vu comme instable, comme contradictoire, ou avec une sensation de trahir une pensée à laquelle tu t'étais identifié et peut-être même que tu avais prôné haut et fort. Pourtant, tu sais que ben là, tu crois plus vraiment. Ça te fait plus franchement vibrer. Ça peut être aussi que tu te surprends à rêver d'un départ, d'un ailleurs, d'un autre rythme, d'un autre tempo, avec un désir de changement, d'expatriation, de faire un long voyage, alors que peut-être que jusqu'ici, tu étais plutôt bien accroché à ta chaise, avec la peur de te mouvoir. En tout cas, toi qui te pensais ancré, qui valorisais la stabilité, peut-être que là, tu fantasmes une version de toi plus mobile, plus libre, plus exploratrice aussi. Et tu ne sais pas encore si tu peux t'y autoriser. Quelques conseils pour accompagner la gestation intérieure. Observe les idées que tu repousses du revers de la main. Ce sont peut-être celles qui cherchent à s'installer en toi. Autorise-toi à penser à contre-courant, même intérieurement. T'as pas besoin de tout affirmer aujourd'hui, hein. Attention, c'est une gestation intérieure. La vérité ne surgit pas toujours d'un coup aussi. Parfois, elle se faufile par des micro-doutes, des envies discrètes, des élans curieux. C'est ça que cette lunaison te demande d'écouter. Cette lunaison est là pour t'aider à te désidentifier de certaines postures mentales figées et t'autoriser à penser autrement, mais aussi à te penser autrement. T'es pas obligé de tout comprendre aujourd'hui, d'ailleurs c'est absolument pas ce qui est demandé. Mais tu peux déjà cesser de faire semblant d'y croire, quoi, et accepter que ces nouvelles idées, ces nouvelles suggestions intérieures puissent émerger, en tout cas leur laisser la place pour émerger. Pour l'axe 4-10, alors là, c'est héritage et accomplissement. Incarner une autre version de la réussite. Ce que cette lunaison met en lumière. Donc, sur l'axe 4-10, cette lunaison vient activer un questionnement identitaire mais très profond. Quel genre de personne ai-je le droit de devenir au regard de l'histoire que je porte? Tu peux commencer à fantasmer une autre manière d'exister dans le monde, une autre posture, un autre engagement public, un autre style de réussite aussi, mais qui ne ressemble pas à ce que tu as intégré comme acceptable, comme valorisé ou cohérent avec tes origines. Ce fantasme te met face à des loyautés invisibles, à ta famille, ça peut être à une culture, à une image que tu t'es construite pour être reconnue ou acceptée. Et pourtant, quelque chose en toi appelle à se formuler autrement, à occuper l'espace autrement, à prendre ou alors à lâcher, hein, une forme de responsabilité différente. Ce qui est en gestation ici, c'est une autre posture dans le monde, mais elle entre en conflit intérieur avec ce que tu crois devoir être. 3 exemples concrets. Tu fantasmes de faire un travail public ou créatif, mais tu viens d'un environnement qui valorise la discrétion, la sécurité, et tu te surprends à rêver d'exposer ton travail, de montrer un projet visible, d'incarner une parole, une fonction. Ça peut être aussi un rôle à responsabilité, alors que tu as grandi dans un environnement où se montrer, c'était se mettre en danger. Ou alors, ah là là, tu te la racontes, avoir la grosse tête, quoi. Tu sens que tu n'as plus envie de te cacher, mais tu as encore du mal à assumer ce mouvement. Sortir de la maison 4 pourra être difficile. Ça peut être aussi tout l'inverse, à savoir que tu aspires à moins d'ambition, mais on attend de toi que tu continues à viser haut. Tu ressens une fatigue à devoir tenir un rôle, à maintenir une position, à assurer une réussite extérieure. Toi, tu fantasmes d'une autre forme d'accomplissement, plus tranquille, plus libre, moins exposé. J'en sais rien. Peut-être que tu bosses dans une grosse multinationale et qu'en réalité, ben, toi, tu aurais bien aimé être femme au foyer, quoi. C'est totalement possible. Mais que ce serait décevoir l'image que ta famille, ton entourage, ou même la réputation que tu t'es créée. Parce que la maison 10, l'axe 4-10, c'est aussi l'axe de la réputation. Ou alors, ça peut être encore plus subtil que ça, dans le sens où tu aimerais vraiment devenir comme quelqu'un d'autre, ou en tout cas te révéler autrement, de révéler une autre facette de toi-même. Mais ça remettrait trop en question ce que tu as construit.
Tu portes en toi l'envie d'incarner un engagement radical différent, changer de posture professionnelle. Ça peut être aussi de défendre une cause, te réorienter vers quelque chose de plus vrai pour toi. Mais cela suppose de lâcher une forme de légitimité, de structure, de reconnaissance que certainement tu as mis beaucoup de temps à construire. Et tu crains de perdre ton socle ou de ne plus savoir qui tu es sans les repères anciens. Quelques conseils pour accompagner cette gestation intérieure. Remets en question les injonctions invisibles. Il faut réussir, il faut être discret, discrète, il faut rendre fier, etc., etc. D'où viennent-elles? Est-ce qu'elles te servent encore aujourd'hui? Écoute ce que tu ressens quand tu te projettes dans une autre place sociale ou un autre rôle public. Est-ce que tu ressens de l'excitation, de la peur, de la honte, du désir? Donne-toi la permission de vouloir exister autrement dans le monde, même si tu n'agis pas encore. Parce que, encore une fois, avant de se matérialiser dans la matière, les idées doivent prendre forme dans l'éther. Et puis surtout, tu n'as absolument pas à justifier ce que tu ressens, ni à justifier tes envies. La vraie légitimité ne vient pas de l'extérieur, ni de ce qu'on t'a transmis. Elle vient de ce que tu es en train de construire à partir de toi. Et puis, tu peux devenir autre chose sans trahir ce que tu as été. C'est le propre de la maturité, c'est le propre d'une transformation. Il est normal de ne pas être aujourd'hui l'être humain que nous étions il y a 10-15 ans, c'est logique. Alors pour l'axe 5-11, alors là c'est la liberté d'être et les normes sociales. Assumer une envie de vivre plus librement. Avec cette lunaison, tu ressens peut-être le besoin de t'exprimer, de créer, d'aimer ou de jouir plus librement. Mais ce désir entre en tension avec le rôle que tu joues dans un groupe, dans ton couple, dans une communauté ou dans un système idéologique. Tu peux fantasmer une sexualité plus libre ou moins engagée, une création artistique plus irrévérencieuse. Ça peut être aussi une manière d'exister moins sérieuse, plus légère, plus joyeusement instable. Ça peut être aussi un retrait d'un collectif où tu te reconnais plus du tout. Mais voilà, ce que tu désires ne colle pas à l'image que tu as toujours renvoyée. Et l'écart entre ce que tu ressens en silence et ce que tu incarnes en public devient de plus en plus inconfortable. Il ne s'agit pas d'un caprice ou d'une rébellion passagère. Hein. Non, c'est une envie réelle, en gestation, de reprendre ton plaisir, ton droit à créer ou à aimer à ta manière. Quelques exemples concrets. Tu fantasmes d'avoir des relations sans engagement, mais tu n'assumes pas cette envie face à ton entourage. Tu es perçu comme quelqu'un de fidèle, de très engagé, de sérieux, mais tu te surprends à désirer plus de liberté, plus de légèreté, un peu plus de flirt, voire pourquoi pas des expériences multiples, pourquoi pas commencer à tester le libertinage, parce que l'axe 5-11, c'est l'axe du libertinage. En tout cas, tu passes pas forcément à l'acte, hein, mais tu commences à avoir certaines envies qui se dessinent. Et tu sens que cette envie vient réveiller une part de toi que tu ne soupçonnais même pas. Ça peut être tout l'inverse. Tu as eu une vie sexuelle, amoureuse un peu débridée, et là, tu sens que tu as envie de complètement autre chose. Peut-être justement que tu étais très adepte des relations multiples, mais que là, tu as envie de te poser. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui te donne envie de te poser et d'avancer pendant quelques années avec cette personne-là. Ça peut être aussi que tu veux créer ou t'exprimer sans filtre, mais tu crains de casser ton image plutôt alignée. C'est-à-dire que peut-être tu as toujours voulu que ce que tu dis ou fais ait du sens, soit comme propre, réfléchi, mais tu sens que tu veux faire autrement là, que tu as envie de créer plus librement, de dire les choses de manière plus directe, peut-être plus drôle, plus piquante, plus cash, peut-être avec un peu plus de sarcasme aussi, parce que les Gémeaux Sagittaires, c'est un axe de sarcasme. Peut-être que tu fantasmes une version de toi moins contenue, moins éducative, plus vibrante. Ça peut être aussi que tu veux sortir d'un collectif ou d'un engagement sérieux. Mais tu n'oses pas parce que tu as peur d'être perçu comme individualiste ou d'égoïste. Ah, tu penses qu'à ta gueule. Peut-être que tu fais partie d'un réseau, d'un groupe, d'un projet, mais tu sens que tu as perdu le goût, ça te donne plus trop de joie. La liberté d'y exister à ta manière n'est plus, quoi. Et tu aimerais reprendre ton autonomie, voire tout arrêter. Mais tu as peur de paraître égoïste, instable, ou une sensation de trahir une cause. Parce qu'avec Junon en Scorpion, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, c'est la trahison. Quelques conseils pour accompagner la gestation intérieure. Observe ce que tu censures en toi pour rester cohérent, cohérente avec une image sociale ou une idée de l'éthique. Ne confonds pas plaisir et superficialité. Ne confonds pas liberté et instabilité. Et puis,
Ne confonds pas légèreté et irresponsabilité. Ce sont en réalité des notions absolument différentes. Tu as le droit de vouloir du jeu, de vouloir du fun, de vouloir t'amuser un peu, de vouloir de l'espace. Tu as le droit. Et puis, autorise-toi à t'exprimer sans finalité. C'est ça aussi l'axe 5-11. Je veux dire, c'est aussi, entre guillemets, l'axe de, j'allais dire, de la joute intellectuelle et verbale. Alors oui, on n'est pas dans l'axe de la communication, mais en plus, là, comme ça touche à l'axe Gémeaux-Sagittaire, l'axe 5-11, c'est l'axe aussi où on s'amuse, où on fait du théâtre, où on communique avec l'autre. Donc, il y a quelque chose ici qui demande à être exprimé sans finalité absolue, juste pour aimer créer un espèce de scénario. Rien n'est à poser maintenant, mais de toute manière, tout est en train de se réinventer à l'intérieur de toi et ça prendra la forme que ça prendra. Peut-être que ce que tu sens émerger ici, c'est la permission d'être un peu plus toi, même si ça dérange. Pour l'axe 6-12, cette lunaison vient mettre en lumière un écart grandissant entre ton quotidien actuel et très factuel, ce que tu fais, ce que tu gères, ce que tu assumes au quotidien, donc la maison 6, et un fantasme de vie, mais totalement différente. Plus libre, plus connecté à tes élans intérieurs, plus inspiré, plus nomade aussi, pourquoi pas, ou plus symbolique, apporter un peu plus d'ésotérisme. Ce que tu fais aujourd'hui est peut-être structuré, concret, mentalement très exigeant, certainement très utile, organisé, réglé à la minute. Mais ça commence à perdre de son sens. Il y a plus trop d'élan, un peu moins d'espace pour autre chose. Et dans le fond, tu fantasmes une autre réalité, une vie où tu ne dépends pas de la logique des horaires, des obligations, de l'efficacité. Peut-être que tu peux t'écouter vraiment, changer d'avis, vivre au rythme de l'intuition, du corps, mais aussi de l'invisible. Ou à l'inverse, peut-être que tu fantasmes une rigueur extrême, alors que ta vie est une suite de flottements et de déroutes que tu as du mal à assumer. Mais ce fantasme ne peut pas être assumé tout de suite totalement, parce qu'il dérange ton cadre actuel, ta logique, ton rôle social, ou même ta propre image de quelqu'un de sérieux, de fiable, d'utile. Mais c'est pas un rêve en l'air, c'est le début d'un besoin vital de réorganiser ton rapport au temps, à ton corps, à ton énergie, mais aussi à ce que tu fais au quotidien, quoi. 3 exemples concrets. Tu bosses toute la journée dans le concret, mais tu rêves d'écrire un livre, de te lancer dans une nouvelle activité plus connectée au domaine de la maison douce, par exemple la méditation. Peut-être, tiens, tu as envie de devenir astrologue, que tu as envie de, toi, partir en retraite, te ressourcer. En tout cas, tu vis dans un emploi du temps réglé, productif, peut-être même rempli de petites tâches sans fin, quoi. Tu te reposes jamais, mais tu fantasmes une vie plus inspirée, plus intérieure, où tu pourrais vivre de ta voix, pourquoi pas, de tes idées, de tes intuitions, sans avoir à rendre des comptes. Néanmoins, ça prend de plus en plus forme à l'intérieur de toi. Ça peut être que tu vis dans la dispersion totale et tu fantasmes d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus minimaliste aussi, pourquoi pas. Peut-être que tu ne tiens pas ton emploi du temps, que tu passes ton temps à rêvasser, que tu procrastines. Et en face, tu fantasmes une vie de personnes beaucoup plus centrées, avec des horaires plus fixes, avec une bonne alimentation. Je me lève à 6 heures du matin, je me fais une petite séance de yoga, puis après je me prends mon petit déj. Enfin, tu vois, tu te l'avoues pas parce que tu n'arrives pas trop à y croire, quoi. Tu te dis que tu es incapable de matérialiser un tel quotidien. Ça peut être aussi que tu remplis très bien ton rôle, mais que tu fantasmes de tout désorganiser pour suivre ton propre rythme. Peut-être que tu es efficace, présente, utile, structurée, et que d'ailleurs tout le monde te félicite pour ça. Mais tu rêves en silence de t'écouter profondément, de travailler aux horaires que tu veux, de partir, de créer, de dormir à l'heure que tu veux, de ralentir, sans devoir être disponible ou fonctionnel pour qui que ce soit. Ce fantasme commence à faire du bruit à l'intérieur de toi. Alors évidemment, si tu as des enfants en bas âge, je ne suis pas en train de te dire que tu rêves d'abandonner tout le monde, bien que parfois cette idée peut réellement traverser l'esprit. Néanmoins, il s'agit ici justement de se réapproprier le quotidien, cet axe de vie, afin de faire coller le quotidien à quelque chose de beaucoup plus adapté, mais surtout de beaucoup plus aligné avec le fantasme que tu nourris intérieurement. Quelques conseils pour accompagner cette gestation intérieure. Observe le décalage entre ton rythme réel et ton rythme rêvé. Pas pour tout casser, hein, mais pour en prendre conscience.
Arrête de juger la version de toi qui fantasme à une autre vie. C'est un guide, c'est pas forcément à regarder comme une fuite du quotidien, c'est pas vrai. Les axes sont toujours à équilibrer, hein. Attention, c'est vraiment à garder en mémoire ce truc-là. Donc tout ce qu'on va fantasmer dans notre maison 12, ou alors qu'on va fantasmer, oui, dans la maison 12 et le projeter en maison 6, est un quelque chose à prendre en considération de manière absolument mais factuelle, quoi. Moi, quand j'ai regardé cette lunaison pour l'axe 6-12, je me suis dit, tu sais l'expression là, c'est quoi par rapport au rêve, vis ta vie, non, rêve ta vie et vis tes rêves. Oui, c'est ça. Tu sais la phrase qui dit rêve ta vie et vis tes rêves. Là, pour cette lunaison, c'est clairement fait pour vous, l'axe 6-12, mais vraiment, hein. Alors, ça peut être aussi commencer par créer des petits interstices dans le quotidien. On n'est pas là pour tout transformer d'un coup, surtout que là, on parle vraiment de gestation intérieure. Donc, mais parce que c'est l'axe 6-12, un peu plus que pour les autres axes, c'est vrai, il faudra peut-être commencer à tester par petites touches, tu vois, se créer des petites brèches. Pas besoin de tout transformer, surtout ne pas faire comme ça là d'ailleurs, mais plutôt réintroduire un peu de ce que tu as envie secrètement, le réintroduire factuellement par petites touches dans ton quotidien. Ce que tu ressens, c'est pas de la flemme, c'est pas non plus une illusion, c'est un appel à changer de mode de vie, à organiser ta réalité autour de ce qui t'inspire et plus autour de ce que tu crois devoir faire. Tu n'as pas non plus à t'expliquer, ça suffit, c'est fatigant. En revanche, tu as besoin de t'écouter profondément. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que ça t'aura apporté des pistes de réflexion utiles. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas que tu peux t'abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description de l'épisode afin de recevoir mes nouveautés, mais aussi de rester informé de ce que je prépare parce que, crois-moi, je prépare du lourd. Je travaille dur et j'espère réellement faire des heureux. Et puis bien sûr, dis-moi en commentaire dans quel axe cette lunaison tombe pour toi et ce que ça vient activer en ce moment. C'est tout pour moi, je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode et comme toujours, prends grand soin de toi.